BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, présenté par David Delos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Défi ETI. Tout au long de l'année, nous allons mettre en lumière ces entreprises de taille intermédiaire. Ce ne sont plus des PME, ce ne sont pas encore de grands groupes et pourtant elles sont cruciales pour le tissu économique de notre pays. Défi ETI, c'est parti, c'est tout de suite. Et cette semaine, un défi comptabilité ressources humaines. Elles sont passées au prélèvement à la source. On parle d'une véritable révolution pour les entreprises en général, pour les ETI en particulier. Il a fallu faire face aux inquiétudes des collaborateurs, mettre en place de nouveaux process. Mais comment les ETI ont-elles vécu cette bascule? Denis Pinault, le patron de Traiteurs de Paris, nous en dira plus après nous avoir raconté 2 décennies d'une belle aventure d'entrepreneur. Et puis, pour nous éclairer sur ce qui change dans la gestion ressources humaines, Steve Karoff de notre partenaire Banque Palatine sera avec nous. Autre expert qui nous donnera les clés pour comprendre, David Grelier, directeur marketing produit chez Sage France. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et l'actualité de la semaine, c'est ce qu'il convient désormais d'appeler la prime Macron. Elle s'adresse aux salariés qui gagnent moins de 3 SMIC par mois, moins de 3 600 € net. Et les entreprises jouent visiblement le jeu, si on en croit, les premiers chiffres dont on dispose, Étienne Braque. Oui, et c'est une étude de l'association des DRH qui sort les premiers chiffres, un peu plus d'un mois et demi après cette mesure, et sont plutôt positifs, puisque apparemment 75% des entreprises ont décidé de verser cette prime, une prime qui peut aller jusqu'à 1 000 €, car après les 1 000 €, eh bien, il faut payer des cotisations sociales, que ce soit du côté de l'employeur ou du côté du salarié. Et ces entreprises, elles ont versé quel montant en moyenne, on sait ça? Alors, d'après les 400 entreprises interrogées, elles auraient versé en moyenne 532 €. Et ce qui est intéressant de voir dans ce sondage, c'est que c'est les TPE qui ont été les plus généreuses, 687 €, c'est le montant qu'elles auraient versé, 467 pour les PME et 583 pour les grandes entreprises, pour la simple et bonne raison que bien souvent dans les grandes entreprises, il y a déjà un système de participation aux bénéfices, d'intéressement, et donc les entreprises, les très petites entreprises, elles n'ont pas ce genre de système et elles profitent de cette aubaine pour verser une prime. Et alors ce qui est aussi intéressant, c'est les secteurs d'activité, parce que on peut voir par exemple que dans les transports, la santé, la banque ou encore les assurances, eh ben c'est ces secteurs-là qui sont les plus généreux. Alors vous avez dit que 75% des entreprises ont versé cette prime, reste un quart des entreprises qui ne l'ont pas fait. On sait pourquoi? Les raisons, elles sont un peu diverses. Pas assez de trésorerie, les résultats qui sont pas au rendez-vous, où on a un peu des doutes sur l'année 2019, donc des entreprises qui sont un petit peu réticentes. Mais en tout cas, elles ont jusqu'au 31 mars pour verser cette prime, donc elles ont toujours le temps de changer d'avis. Merci Étienne Braque. On va passer maintenant à la thématique, au focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI. Le focus de la semaine. Et focus justement sur un événement que tous les salariés français ont vécu en début d'année, le prélèvement à la source. Des mois qu'on en parlait, ça y est, depuis janvier, c'est fait. Steve Karoff, cela fait partie de votre domaine d'expertise chez Banque Palatine, notre partenaire pour Défi ETI. Est-ce que le prélèvement à la source a été un problème pour les entreprises? Bonjour. Finalement, non. On l'a anticipé, on l'a appréhendé. Mais que ce soit côté communication auprès de nos collaborateurs ou très tôt dans l'année 2018, on a commencé à les acculturer au sujet en leur donnant de la communication institutionnelle qu'on a trouvée sur le site de l'administration fiscale, en leur donnant des vidéos et en leur donnant même en fin d'année la préfiguration qui permet en fait de se rendre compte de, avant l'heure, quelle serait mon état payé du mois de janvier si j'étais déjà en prélèvement à la source. On n'a pas eu de problématique de ce côté-là. Côté outils, les éditeurs, le nôtre à tout le moins, étaient prêts également. On n'a pas eu de bug comme ça avait pu être annoncé ou craint. Tout s'est finalement très bien passé sur le prélèvement à la source. Et même maintenant, on a plus d'un mois de recul, peu de questions de collaborateurs, pas de sujet particulier. Alors comment les entrepreneurs, eux, ont-ils endossé ce rôle de collecteur d'impôts? Pas différemment des autres. Aujourd'hui, pour les entreprises, on paye déjà nos propres charges. Pour les collaborateurs, de façon historique, les entreprises collectent et reversent les cotisations salariales. Je pourrais dire, le prélèvement à la source, c'est une cotisation de plus. Voilà. Donc on n'a pas de rôle particulier. On pouvait craindre effectivement des afflux de questions parce que les contribuables payaient leurs impôts directement, on le paye pour eux.
mais aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs et ça pose pas de problème. Et au-delà du prélèvement à la source, est-ce que vous avez identifié des éléments annexes qui pourraient poser problème à l'avenir ? Non, on n'a pas de problématique. Ce qui pourrait arriver en septembre de cette année, on aura un recalcul des taux suite à la déclaration qui se fera au mois sur la période du printemps. On pourrait avoir des interrogations à ce titre-là de pourquoi en cours d'année mon taux change alors que je suis toujours payé au même salaire. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer d'anticiper, comme d'habitude, des communications là-dessus pour essayer d'acculturer, prévenir, faire en sorte que les collaborateurs et les contribuables anticipent. Alors, on va évoquer le sujet de la semaine avec le dirigeant de l'ETI de la semaine, Traiteur de Paris, c'est son nom, c'est un nom trompeur. L'entreprise est en fait installée en Bretagne. Traiteur de Paris, ce sont des petits fours, des amuse-bouches, le tout surgelé dans le monde entier. D'abord, retour sur 2 décennies de succès avec Étienne Braque. Un peu plus de 20 ans après sa création, Traiteur de Paris est devenu l'un des spécialistes des préparations sucrées et salées. Ses clients sont devenus mondiaux, avec un chiffre d'affaires réalisé à plus de 40% à l'international. Les 400 salariés basés en France produisent chaque jour plus de 400 000 petits fours et 300 000 desserts. Pour cela, Traiteur de Paris a tout misé sur le surgelé, ce qui permet d'exporter ses produits dans plus de 60 pays à travers le monde. Et l'entreprise va plus loin encore, elle a investi 12 millions d'euros l'année dernière dans son site à Laguerche de Bretagne en Ille-et-Vilaine pour doubler la taille de l'usine. Le tout avec une ambition, devenir la référence de la pâtisserie française servie dans les grands hôtels aux 4 coins du monde. Et Denis Pinault est avec nous pour nous parler justement de cette entreprise qui a des ambitions. C'est vous qui la dirigez, cette entreprise. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez mis donc 12 millions d'euros sur la table l'an dernier pour agrandir vos installations. Ça veut dire que vous étiez arrivé à saturation. C'était quoi le but ? C'était le but, oui. C'était, nous sommes sur le site de Laguerche, nous arrivions à saturation, et pour nous, il était important en effet d'une part de l'agrandir et d'investir aussi dans des technologies en termes de production parce que la demande est importante à l'international, et voilà. Et on voulait avoir l'outil pour les années qui viennent. Alors j'imagine que vous avez fait vos petits calculs. L'investissement, il sera amorti dans combien de temps à peu près ? Non, je pense que l'amortissement ou l'investissement devrait être amorti d'ici pour nous, on a une vision à 10 ans sur ce projet. On a des belles perspectives sur la pâtisserie française à l'international. D'ailleurs, la pâtisserie française est reconnue dans le monde entier, et elle est très souvent utilisée dans les grands palaces ou dans les grands hôtels. Un savoir-faire français bien identifié. Voilà, il y a un vrai savoir-faire français, c'est comme les grands vins. Et donc aujourd'hui, nous, on est une des marques premium de pâtisserie française pour le monde des professionnels. Et du coup, l'investissement que vous avez fait, ça va s'accompagner de nouvelles embauches ? On a prévu une 40aine d'embauches dans les 2 prochaines années. Alors, vous êtes installé en Bretagne, oui, Traiteur de Paris. Et en Normandie. Et en Normandie. Bretagne et Normandie, pas de jaloux. Pourquoi Traiteur de Paris ? Pourquoi ce nom ? Non, ça a été un peu le fruit du hasard. Moi, j'ai créé mon entreprise à l'issue d'une coopération en Allemagne pour un traiteur. Et puis à l'époque, je me suis vite aperçu que j'étais entouré de très grands groupes, et je me suis dit, il faut absolument qu'on ait un nom que les gens retiennent. Et quand on disait Traiteur de Paris, vous connaissez ? Ah oui, on connaît. Et voilà, et c'était un peu le fruit du hasard. Et en 20 ans, j'imagine que vous avez connu des hauts, des bas. On va parler du pire peut-être. C'est quoi la pire expérience de mémoire de patron ? Vous savez, la pire expérience, il y en a eu plusieurs, mais je pense que si on s'enrichit de ces difficultés, je pense que la réussite, c'est les échecs rectifiés. Donc il y a eu des moments difficiles. Je me souviens, il y a 5 ans, on a eu une crise alimentaire. C'était compliqué, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des équipes fabuleuses. Et c'est vrai que voilà, on est passé outre, et aujourd'hui, on a une très belle croissance à 2 chiffres à l'international. Alors, on va revenir à l'aspect ressources humaines. Comment est-ce que vous avez vécu cette bascule du prélèvement à la source au début de l'année ? Plutôt très bien. Alors nous, on est déjà en décalage fiscal parce que en fait, on a commencé le prélèvement à la source début décembre. Donc on a communiqué auprès dans les ateliers de production. Je dis pas usine, je préfère atelier. et voilà, on a communiqué sur le bulletin de paye du mois d'octobre. On a aussi donné une information pour que nos collaborateurs puissent avoir calculé l'impact. Voilà.
Et ça s'est plutôt très bien passé. Ça s'est bien passé, pas de retour négatif de la part de vos collaborateurs? Non, je dirais que maintenant c'est un sujet qui est derrière nous, il y en a d'autres devant. On va justement continuer à parler de cette problématique avec nos experts, donc Steve Karoff de Banque Palatine et puis David Grelier de Sage. Merci d'être avec nous. Vous offrez, vous, des solutions de gestion d'entreprise. Est-ce que vous avez senti chez vos clients une forme d'inquiétude à l'approche de janvier, de ce stade, de ce seuil stratégique? Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Nous avons senti des inquiétudes de la part de nos entreprises. Nous, Sage, nous sommes leader mondial dans l'édition de logiciels. Notre mission, c'est d'accompagner toutes les entreprises à se développer en leur fournissant des outils fiables, livrés dans les temps pour leur permettre de développer leur business. Donc très rapidement, nous avons pris la mesure des choses et dès janvier 2018, nous avons travaillé très activement sur le prélèvement à la source. Et d'ailleurs, avec la DGFiP, nous avons signé une charte nous permettant de commencer très tôt et d'être dans une phase de test avec eux. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la DGFiP. La Direction Générale des Finances Publiques. Excusez-moi. Je l'en prie. Et donc, nous avons, dès la fin du premier semestre, eu nos solutions de gestion qui étaient conformes au prélèvement à la source. Est-ce que la demande d'information, est-ce que la demande d'accompagnement a été à ce moment-là plus forte? Est-ce que vous l'avez senti dans le climat des affaires? Ah oui, tout à fait. Donc, au-delà des logiciels de gestion que nous avons rendus conformes, on va dire techniquement, on a eu aussi beaucoup d'accompagnement auprès des entreprises. Pour information, nous avons formé en 6 mois, dans les 6 derniers mois de l'année, 7000 gestionnaires de paye. Et nous avons aussi formé tout notre réseau de partenaires, qui est très important, qui eux-mêmes ont formé des entreprises. Donc oui, de la formation, du support, de la communication régulière, un blog que nous mettions à jour régulièrement. Tout à fait. Denis Pinault, vous avez demandé à ceux qui vous apportaient des solutions ressources humaines de vous accompagner dans ce moment-là? Bien entendu, d'ailleurs on travaille avec Sage et oui, tout à fait, il a fallu remettre à niveau les logiciels de paye, surtout que l'actualité du mois de janvier était intense, donc voilà, et c'est vrai que en tout cas, ça s'est très bien passé. Steve Karoff, est-ce que les collaborateurs, eux, ont été très inquiets? Est-ce qu'ils s'y sont pris à temps? Comment est-ce qu'ils ont géré ce passage au prélèvement à la source? Est-ce qu'ils ont été inquiets? Sans doute. Est-ce que ça s'est répercuté du côté de l'employeur? Je n'en ai pas le sentiment. Très tôt, je le disais, on a commencé à communiquer et on a aussi communiqué dans le sens où préparez-vous à ce changement impactant, mais sachez que nous, employeurs, nous ne serons pas votre interlocuteur. Si vous avez des questions, si vous avez une interrogation, est-ce que je dois mettre à jour ma situation? On se tourne vers l'administration fiscale. Absolument. Voilà. Non pas que on refusait la communication et on ne voulait pas répondre, parce que en tant qu'employeur, quand un collaborateur a des questions, c'est notre devoir de lui répondre. Mais sur ces sujets-là où notre compétence pouvait être limitée, on ne voulait absolument pas prendre de position qui pouvait, pour le collaborateur ou pour le contribuable, du coup, parce qu'on basculait sur sa situation fiscale, avoir des répercussions et en être responsable. Alors, vous êtes tous à un bout de ce mécanisme au centre duquel il y a le prélèvement à la source. Qui en profite le plus? Les entreprises, les collaborateurs? À qui ça peut être positif? Côté entreprise, je pense pas qu'on puisse dire qu'on en ressort avec plus d'informations ou plus de bénéfices. C'est une charge en plus. Aujourd'hui, que je qualifierais de plutôt mesuré par rapport à tout ce qu'on pouvait anticiper en termes de surcharge de travail pour les équipes qui opèrent la paye. Le process en lien avec les éditeurs de paye est plutôt bien huilé, même si on est sur un démarrage, c'est-à-dire que le flux d'informations qui existe déjà entre différentes administrations et les employeurs a été mis à contribution pour rajouter une information supplémentaire qui est le taux du prélèvement. Donc ça n'a pas été des développements non plus monstrueux. Mais ça reste une petite charge en plus, donc pas de bénéfice. En même temps, on croule pas non plus sous des afflux de demandes. Donc ça reste aujourd'hui tout à fait gérable. Denis Grelier, ça a profité plus aux entreprises, plus aux collaborateurs, cette réforme? Moi, je pense que ça a plus contribué pour les collaborateurs. Nous, en tant qu'éditeurs de logiciels de gestion, on a souhaité mettre en place le prélèvement à la source de façon très innovante pour permettre justement aux entreprises que ça leur prenne le moins de temps possible
possible. D'accord. On a fait des échanges simplifiés, automatisés et surtout sécurisés, parce qu'il y avait la dimension sécurité qui était aussi très importante. Ah, on touche une matière qui est quand même très sensible. Exactement, c'est exactement cela. Et donc globalement, les logiciels Sedge, globalement, ça nous permet et ça permet aux entreprises de ne pas rajouter de charges supplémentaires dans la gestion de leur paye mensuellement. Vous, Denis Pinault, les collaborateurs, ils ont été inquiets. Vous avez senti monter quelque chose, ou est-ce que, au contraire, ils estiment que ce prélèvement à la source, c'est tout bénef pour eux? Non, c'est difficile à répondre. Je pense que déjà on a beaucoup communiqué. Donc voilà, et je pense qu'il y avait peut-être une part d'appréhension de nos collaborateurs. Et puis très vite, comme ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de sujet. Je pense que c'est vraiment un sujet aujourd'hui derrière nous. Si je peux donc du coup, votre DRH aujourd'hui est apaisé. Voilà, tout à fait. Sereine. Voilà, serein. Autour de ces outils de gestion des ressources humaines, il y a d'autres points de cristallisation. On parle de la dématérialisation du bulletin de paye. Est-ce que ça risque d'être le nouveau défi ressources humaines dans les mois, dans les années qui viennent, Steve Karoff? Si c'est un défi à venir, je sais pas. Nous, c'est un défi du moment. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de gérer ça. En fait, on est au milieu du chemin. On a communiqué au début du mois auprès de nos collaborateurs pour les informer qu'on mettait en place la dématérialisation du bulletin de salaire. Celle-ci interviendra effectivement fin mars. Voilà. Donc c'est effectivement un nouveau défi. Ça change encore un peu la forme du bulletin. Il a déjà beaucoup changé depuis ces dernières années parce qu'on est passé d'un bulletin qu'on connaissait historiquement à un bulletin simplifié. Aujourd'hui, on introduit la partie prélèvement à la source qui vient encore modifier un peu la forme parce que j'ai des informations complémentaires, mais on est à payer avant et après impôt. Bon, là, on va en changer le support pour en faire un support dématérialisé, un fichier PDF qui sera déposé dans un coffre-fort numérique qui appartient pleinement au collaborateur qui aura choisi la solution. Alors, vous parlez du coffre-fort numérique, justement, David Grelier. Les outils sont prêts pour passer justement à la dématérialisation complète du bulletin de paie? Tout à fait. C'est le sens de l'histoire. Nous sommes dans cette transformation digitale où aujourd'hui les usages sont en train de changer, et on le voit bien avec les collaborateurs, et la dématérialisation du bulletin de paye en fait partie, et c'est le moment, c'est aujourd'hui que ça se passe, bien évidemment. Tous les collaborateurs maintenant veulent regarder leur bulletin de paye sur un coffre-fort directement depuis leur portable. C'est terminé d'avoir le classeur qui s'épaissit d'année en année pour ceux qui ont une carrière longue, donc ça c'est terminé. Mais j'irai au-delà, c'est-à-dire qu'au-delà de la dématérialisation des bulletins de paye, bien évidemment, il y a aussi toute la gestion du collaborateur dans l'entreprise, avec la gestion des congés, la gestion des absences, les entretiens annuels, etc., qui vont être dématérialisés aussi. Alors, vous parliez du classeur. C'est marrant parce que moi, si je change d'employeur, mon classeur, je peux l'emporter avec moi. Oui. D'accord. Si j'ai un coffre-fort numérique, vu qu'il y a pléthore d'offres, si j'ai bien compris, pour l'instant il n'y a pas encore d'harmonisation. Donc est-ce que je risque pas de me trimballer avec plusieurs coffres-forts numériques si j'ai une carrière qui est vouée à me faire aller d'entreprise en entreprise? Tout à fait. Donc votre coffre-fort, le coffre-fort est au salarié, ça c'est sûr. Donc on peut en avoir plusieurs en effet. Je pense qu'il va y avoir des mots de passe. Encore plein de mots de passe, c'est ça? C'est un peu la problématique. Dans l'objectif, je pense qu'on va aussi beaucoup évoluer dans ces domaines-là pour que globalement le coffre-fort soit attaché au collaborateur afin justement qu'il ait qu'un endroit où il ait tous les éléments. Mais pas que le bulletin de paye. Je pense qu'il pourra avoir ses contrats de travail et tous les autres éléments de la RH qui sont stockés à un endroit unique. Ça veut dire que tout ce qui est administratif et lié à ma carrière sera dans le cloud, le grand cloud. Exactement, c'est exactement cela. Et les outils sont d'ores et déjà prêts aujourd'hui? Oui, les outils sont déjà prêts. Ils évoluent vite, ça va très très vite, la transformation vers le cloud. Mais nous sommes au moment où la transformation, pendant de nombreuses années, on s'est dit quand est-ce que ça va se faire? Aujourd'hui, on le fait. Et Denis Pinault, vous y pensez, vous, à cette dématérialisation du bulletin de paie? C'est déjà fait. Nous, on a construit il y a 2 ans un CAP 2020. Et dans ce CAP 2020, qu'on a co-construit avec nos collaborateurs en faisant des équipes projets, etc. Et il y avait un gros sujet qui était la digitalisation de notre... on a mis en place un SIRH, en effet, les fiches de paye électroniques et autres. Et on a un coffre-fort électronique. Voilà. Et donc voilà, et à partir du moment où les collaborateurs réservent un billet de train par le téléphone, il est tout à fait normal qu'ils puissent consulter leurs horaires, leur planning, leurs congés payés ou
ou autre. C'est le sens de l'histoire, comme disait ça va dans le sens de David l'histoire. Grelier. Est-ce que les entreprises de taille intermédiaire sont pas défavorisées par rapport aux grands groupes, aux grandes entreprises dans ce domaine-là, Steve Caroff? Défavorisées, je sais pas, peut-être que ce qu'on disait, c'est le sujet qui arrive en ce moment, ou en tout cas depuis déjà quelques années. Les grandes entreprises, les grands groupes, ils sont sans doute passés en premier parce qu'ils y trouvaient des intérêts, soit en termes de gestion des collaborateurs, soit en termes économiques, simplement parce que, disons-le, aujourd'hui, un bulletin de salaire édité en papier, au-delà de tous les aspects RSE et environnementaux, mais à éditer, à mettre sous pli, à envoyer par la poste, ça coûte un petit peu plus cher qu'un bulletin à produire en format dématérialisé, à placer dans un coffre. Donc peut-être que les grands groupes ont été moteurs sur ce sujet-là, à ce titre-là. La vague poursuit son chemin. Les ETI aujourd'hui, demain les PME, TPE, pourquoi pas? D'accord. Les solutions, elles sont d'ores et déjà accessibles aux entreprises de taille intermédiaire, oui, David Grelier? Aujourd'hui, pour les PME, les solutions existent et toutes les PME peuvent en profiter, bien évidemment. Merci beaucoup pour vos éclairages, Steve Caroff, David Grelier. Le mot du patron en guise de conclusion. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Denis Pinot, vous avez entendu les conseils d'experts, leurs explications. Votre ressenti maintenant, carte blanche, vous avez une petite minute. Si vous deviez faire passer un message concernant cette thématique ressources humaines, ce serait quoi? On traite là de sujets techniques et je pense que la technique, ça se gère très bien, ma foi. La preuve, c'est que le prélèvement à la source en France est globalement bien passé. Mais ce qui est le plus intéressant dans le sujet aussi RH, et moi en tout cas c'est celui qui m'anime, c'est comment intégrer nos collaborateurs au projet de l'entreprise. Comment on peut avoir aujourd'hui des comme nous on appelle des chefs d'équipe ou qui peuvent vraiment motiver ou impliquer chacun au projet de l'entreprise. Et ça je pense que le premier directeur RH d'une entreprise, c'est le patron, parce que la stratégie RH, ma foi, ça ne se délègue pas. C'est pour moi l'humain fait partie du socle de l'entreprise et de l'humain partout en fait. Et si on a des collaborateurs d'exception et Dieu merci, nous avons des très beaux talents chez Traiteur de Paris, et ben c'est grâce à ces talents qu'on ira aussi convaincre des clients et que les clients nous feront confiance. Alors, moi, voilà ça m'inspire deux questions. La première, c'est pour ça que vous parliez d'atelier et non pas d'usine? Oui, pour nous, parce que vous savez, moi je suis très fier des gens qui travaillent dans les ateliers de production, nos pâtissiers, ceux qui règlent les machines, etc. Ce sont des métiers manuels. On les a pas toujours, on n'en a pas toujours fait la publicité en France. On les a pas toujours valorisé. Valorisé, tout à fait. Alors que il y a un savoir-faire d'exception. Moi, je vois nos opérateurs de ligne ou nos pâtissières qui font toutes les petites finitions à la main. Et ben, c'est un vrai savoir-faire. D'ailleurs, vous savez, dans nos ateliers, il n'y a pas de burn-out parce que les gens travaillent en équipe. On sait concrètement, on sait ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on voit, on regarde, à la fin de la journée, on a concrètement sous les yeux le travail qui a été fait, et en plus, on change souvent de chaque jour ne ressemble pas, enfin toute chaque journée est différente, et donc voilà, donc il faut, moi je suis aussi, j'ai envie de passer un message, c'est sachons aussi valoriser aussi le travail manuel en France. Alors, ce qui signifie que soit votre porte est toujours ouverte pour vos collaborateurs, soit que vous allez souvent sur vos lignes de production? Ah mais moi, vous savez, quelquefois, c'est comme dans tout chef d'entreprise, on peut avoir ses hauts et ses bas. Et quand je me pose des questions, je vais sur les lignes. Et souvent, j'ai la réponse à mes questions. Et voilà, c'est quelque chose qui me fait vivre, et ça fait partie de notre entreprise. Et alors, peut-être la difficulté, c'est comment intégrer chacun au projet de l'entreprise. Et c'est vrai que d'intégrer quelquefois un opérateur de ligne, c'est du travail, et on doit avoir des managers d'exception parce que il faut savoir leur parler. Ça peut être aussi, dans certains cas, on peut avoir des gens qui sont en difficulté, et donc c'est toute cette approche qui est une approche humaine et qui est passionnante en tout cas dans mon entreprise. Parce que dans ressources humaines, il y a humain. Voilà. Merci. Il faut jamais l'oublier. Merci beaucoup, Denis Pinot, président de Traiteur de Paris. Merci à vous aussi, David Grelier de Sage, et puis Steve Caroff, notre partenaire de chez Palatine, la banque des ETI. Défi ETI, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission consacrée aux entreprises de taille intermédiaire sur BFM Business.
BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.